Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on parle de travail hybride. Le travail hybride, donc, le mélange ou le mix du travail en entreprise et du travail à distance, que ça soit à la maison, dans un autre bureau que celui de la société, etc. Le travail hybride est devenu normal pour une bonne partie des personnes. Alors, la source de l'article est un article qui est paru en France. Donc en France, 84% des collaborateurs apprécient le travail hybride, pour des raisons évidentes de flexibilité, et voire même 53% des managers mettent l'hybride comme critère lors du recrutement. Alors, j'imagine qu'en Suisse, ça va pas bien être différent. Les proportions doivent à peu près être les mêmes. Mais, car il y a un mais, ça ne se fait pas sans difficulté. Et donc, si vous avez ou si vous voulez mettre en place le travail hybride dans votre entreprise, quelles sont les difficultés ? Alors, les entreprises verrouillent les jours de télétravail. Donc en fait, il n'y a qu'une personne sur 7 qui peut choisir ses jours de télétravail. On imagine ça assez bien que ces jours bloqués soient mardi, mercredi, jeudi et qu'on interdise aux gens de le faire lundi et vendredi. Bon, on y reviendra. Les gens qui font de l'hybride se plaignent de recevoir beaucoup trop de mails, et plus qu'avant. 45% des collaborateurs se plaignent et 57% des managers. Les gens se plaignent aussi que l'information est plus difficile à trouver, pour 57% d'entre eux. Qu'il y a plus de réunions qu'avant, 52% d'entre eux. Que les réunions sont plus difficiles à mener, 57% d'entre eux. Que certains collaborateurs ou collaboratrices se sentent isolés, 41%. Et que le sentiment d'appartenance à l'organisation diminue, à peu près 50%. Alors, ce sont les difficultés qui sont ressenties par les collaborateurs et les managers. Évidemment, les directions n'ont pas été interviewées ou questionnées séparément. Il s'agit d'un questionnaire anonyme. Donc, les entreprises verrouillent les jours de télétravail, trop de mails, infos difficiles à trouver, trop de réunions difficiles à mener en distanciel, voire en hybride, les collaborateurs sont isolés et sentiment d'appartenance qui diminue. Alors, la question la plus drôle, c'est, le résultat le plus drôle, c'est que seulement 17% des gens estiment qu'il faut faire quelque chose, et que 83% des gens estiment qu'il ne faut rien faire. Bon, je trouve ça un peu bizarre, peut-être que les gens ont peur qu'on tombe encore plus dans le contrôle, ce qui pourrait évidemment être bien pire à gérer du point de vue d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Alors, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, ça veut dire que je veux du travail hybride, je me plains que c'est dur, mais il faut rien changer. Bon, c'est pas aussi simple que ça, et je pense qu'il y a un certain nombre de raisons qui font que les gens apprécient le travail hybride, mais se méfient vis-à-vis des mesures que les entreprises pourraient prendre. Évidemment, si on se base sur la mesure qui consiste à bloquer les jours de télétravail, c'est clair que les gens, ça ils en veulent pas trop, puisque une des raisons principales pour lesquelles ils aiment le travail hybride, c'est pour la flexibilité qu'elle donne. Alors, du coup, comment mettre en place le travail hybride ? Enfin, comment en tirer un maximum de bénéfices et limiter au possible les difficultés ? En fait, c'est facile. Il suffit de faire ce que nous savons que nous devons faire, et nous ne le faisons pas parce que nous disons que nous n'avons pas le temps de le faire. Alors, en vous le disant autrement, en fait, mettre en place le travail hybride, c'est mettre en place les pratiques connues de gestion. Il y a absolument... Je vais vous faire la liste, je vais prendre chacune des difficultés, et je vais vous proposer quelques mesures à prendre, certaines simples, d'autres plus complexes, mais vous verrez qu'il n'y a absolument aucune nouveauté, ou très très peu de nouveautés. Ce sont toutes des choses qui sont connues. Mais, comme quelque part le relationnel humain peut mitiger un petit peu les risques, si tout le monde est dans l'entreprise et travaille à 100% dans l'entreprise, certaines de ces difficultés diminuent, non pas parce que le système de gestion en question est en place, mais parce que les contacts humains font que ça diminue l'impact du manque du système de gestion. On l'a vu pendant la Covid.
Il y a des entreprises, Covid, pas Covid, ils ont fonctionné quasiment comme avant. Parce que les pratiques étaient en place. Et il y a des sociétés, des organisations qui ont eu beaucoup de peine et qui ont périclité parce qu'aucun système de gestion n'était en place. Donc je vous propose de regarder chacune des difficultés et puis de voir finalement comment est-ce qu'on peut faire pour éviter la difficulté au maximum. Alors, verrouiller le jour de travail. Pourquoi est-ce qu'on verrouille le jour de travail ? Parce que, 1, on ne fait pas confiance aux collaborateurs ou collaboratrices, et 2, il y en a qui profitent. Oui, ça existe, hein. C'est pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Donc, je pense que de développer les dynamiques de confiance au sein d'entreprise, c'est une bonne chose. Développer des bonnes pratiques de gestion de l'absentéisme au niveau RH, rien qu'avec l'indicateur, mais ça suffit peut-être pas, aussi les pratiques d'entretien de retour, les pratiques de case management demandées à l'assurance, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont connues, mais qui, si elles sont mises en place, diminuent et l'impact des tricheurs et l'impact du manque de confiance, et donc de verrouiller absolument le jour de télétravail. Et du coup, pour développer ces dynamiques de confiance, peut-être que d'instaurer une pratique régulière de communication entre collaborateurs et managers, ça pourrait aider. Je fais évidemment allusion au one-on-one, dont on parle souvent dans ce podcast. Donc, verrouiller le jour de télétravail n'est finalement une solution que pour les entreprises qui ont de la peine à gérer leur absentéisme, et ne font pas nécessairement confiance à leurs collaborateurs, parce qu'il y a peut-être 5% de tricheurs, mais le 90-95% des gens n'ont pas de raison de tricher. Verrouiller le jour de télétravail donc. Deuxième, trop de mails. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de mails déjà en entreprise. Il y a des gens qui s'envoient des mails quand ils sont l'un en face de l'autre. Alors, pour ça, il y a une question de pratique de collaboration. Que ce soit des sessions de coordination, des réunions de coordination qui sont pertinentes, qui sont courtes, qui sont impactantes. Par exemple, faire des débriefings pour apprendre les uns des autres et se poser moins de questions une fois qu'on est dans la difficulté. On peut aussi redévelopper des dynamiques de confiance, puisque une bonne partie des mails qui sont reçus, en particulier par les managers, sont des mails desquels ils sont en copie. Or, le mail en copie, c'est une question soit de manque de confiance vis-à-vis soit du manager, soit de la personne à qui on envoie le mail. Donc là, c'est un peu plus compliqué à gérer, puisque développer des pratiques de collaboration ou dynamiques de confiance, ça prend plus de temps. On pourrait aussi imaginer, par exemple, bloquer la livraison de mails le soir, entre 18h et 8h, et 7h ou 6h du matin, par exemple. Donc il y a peut-être des petites pratiques à réfléchir dans vos institutions, dans vos organisations, qui permettraient d'envoyer trop de mails et de recevoir trop de mails. Une petite chose aussi, peut-être qu'il serait possible de demander à votre département informatique de publier pour chaque personne le ratio envoi de mail versus réception de mail. Alors oui, je me plains que je reçois trop de mails, mais combien est-ce que j'en envoie ? Et finalement, si dans une journée, j'en envoie plus que j'en reçois, générateur de mails. Et ça, je peux peut-être essayer de responsabiliser chaque personne en fonction de ce ratio. L'information est difficile à trouver. Alors pareil, là on va devoir développer les pratiques de collaboration pour que simplement l'information circule comme elle circulait avant, c'est-à-dire pas avec les outils digitaux, mais simplement avec des gens qui se parlent. Mais là, comme c'est plus difficile, les gens ne se voient moins. Donc là, on va être obligé de développer un système, un peu comme le one-on-one. Le one-on-one, on en a besoin, mais le fait de voir ou d'être au milieu de ces gens, ça diminue l'impact de ne pas avoir de one-on-one. Et donc, l'hybridation apparaît comme un mécanisme qui révèle les lacunes d'une organisation. D'ailleurs, on pourrait presque imaginer des entreprises qui testent leurs pratiques de gestion en mettant en place du travail hybride. Donc, information difficile à trouver, on peut aussi développer simplement l'utilisation des outils digitaux, comme Microsoft Teams ou d'autres, ou Trello, etc. Puisque ces outils favorisent l'échange d'informations. Alors, ne remplacent pas les dynamiques de collaboration, elles les améliorent, les dynamiques de collaboration, mais elles ne peuvent pas simplement les susciter. Donc là, on a aussi une question de culture d'entreprise et de culture de collaboration. S'il y a trop de réunions, la première chose à laquelle je pense, c'est de travailler le principe de subsidiarité. Je n'ai besoin de réunions que si je ne suis pas sûr que je peux décider. Or, je ne suis peut-être pas sûr que je peux décider parce qu'on ne m'a pas donné l'autorité de décider.
Donc peut-être que d'appliquer le principe de subsidiarité, qui dit qu'il faut donner la décision au niveau compétent le plus bas possible, permettrait de diminuer le nombre de réunions. On va retrouver la dynamique de confiance, encore une fois, puisque si je fais confiance à mes collaborateurs, ils n'ont pas besoin de réunion avec moi ou avec d'autres pour décider. De manière plus pragmatique, on peut décider de faire des jours sans réunion. Et je pense que ça va même être programmable. On peut même demander au département informatique d'interdire les réunions, je sais pas, le mardi par exemple. Autre possibilité, alors le changement d'organisation. Je sais qu'il y a des entreprises dans lesquelles il y a beaucoup de réunions parce que l'entreprise a un mode de fonctionnement qui est l'ancien, où par exemple l'entreprise était plus petite. Donc faire des réunions de coordination, ça coûtait pas grand-chose en termes de temps. Mais avec une entreprise qui grossit, subitement, ces mêmes réunions de coordination commencent à augmenter en nombre, simplement parce que l'organisation n'est plus adéquate. Donc là, peut-être que de réfléchir à un changement d'organisation peut être utile. Des réunions plus difficiles à mener. Alors, elles sont plus difficiles à mener, souvent parce qu'elles sont trop nombreuses, et les gens multitaskent, comme ils disent. Donc si on diminue le nombre de réunions, voire le point d'avant, ou on n'invite que les bonnes personnes, alors les réunions seront plus faciles à mener, puisqu'on n'aura à peu près que les bonnes personnes qui seront motivées à suivre la réunion. Est-ce qu'on peut forcer les participants à mettre la caméra ? Je sais qu'il y a des entreprises, des organisations dans lesquelles c'est au choix. Alors imaginez, c'est comme les réunions téléphoniques, on peut strictement faire ce qu'on veut. Je sais qu'il y a même des gens qui racontent, qui font leurs exercices physiques, qui partent chercher quelque chose à la cuisine, ils sont dans la réunion, mais en fait ils n'y sont pas. À ce titre d'ailleurs, c'est peut-être le premier point où on pourrait demander l'exemplarité des dirigeants vis-à-vis du suivi de ces réunions, de mettre la caméra, d'être préparé, etc., etc. Peut-être aussi que de faire le check-in. Faire un check-in permet peut-être aussi aux gens de se trouver plus impliqués dans la réunion, puisque on leur a posé la question au début de la réunion, de comment ça va, de qu'est-ce qui peut les empêcher d'être là, etc. Donc cette idée de question-réponse au début peut peut-être aussi amener les gens à s'impliquer plus dans la réunion. Le problème des collaborateurs-collaboratrices isolés, alors évidemment c'est plus compliqué, mais à nouveau le one-on-one me paraît comme une occasion tout à fait intéressante de parler aussi de ce qui peut poser problème en termes d'isolation pour les personnes, et puis développer des activités de groupe, même digitales. Ben oui, ça existe. Moi j'ai un prestataire qui permet de faire ça. C'est des exercices de groupe, c'est du team building à distance, mais qui permet agréablement pour les entreprises qui ne peuvent pas le faire en présentiel, de le faire en hybride, en jouant ensemble, en faisant une activité sympa ensemble, ce qui compense pas complètement la machine à café et le repas ensemble, mais qui est déjà un premier pas dans cette direction. La diminution du sentiment d'appartenance, alors c'est évidemment encore plus compliqué, mais si j'identifie la culture de mon entreprise, si je sais la décrire et dire voilà, ça ce sont les composantes de ma culture, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous. Si je sais identifier les principes d'action, qu'ils soient managériaux ou pour les collaborateurs, ce sera plus simple de continuer, malgré l'hybridation, à avoir ce sentiment d'appartenance, puisque je sais à quoi j'appartiens et quels sont les critères d'appartenance finalement. Et puis, travailler la confiance organisationnelle, je pense, permet aussi d'augmenter même le sentiment d'appartenance, puisque je saurai que l'entreprise me fait confiance, que je peux travailler de manière tout à fait autonome, de manière hybride, et que donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Vous voyez que dans ce que j'ai dit, il n'y a pas grand-chose de très nouveau. Les dynamiques de confiance, le one-on-one, les dynamiques de collaboration, les cultures d'entreprise, principes d'action. Donc finalement, préparer le travail hybride, c'est mettre en place les bonnes pratiques de gestion, et puis s'adapter au travail hybride, c'est simplement prioriser dans la liste des actions dont je viens vous donner quelques exemples. Donc, se mettre au travail hybride sans ça, c'est compliqué, puisque les relations humaines mitigent une partie des dysfonctionnements possibles de l'entreprise. Parce qu'on se connaît, parce qu'on se voit de temps en temps par hasard, à la cafétéria, au repas, devant le parking. Et ça permet de discuter, ça permet d'affiner, ça permet de lisser les difficultés. Si toutes ces occasions-là n'existent plus, alors oui, le travail hybride peut être une perte de productivité, malgré la flexibilité qui est appréciée par les collaborateurs et les collaboratrices. Donc, voilà, se mettre au travail hybride, ou s'adapter au travail hybride, ce n'est pas compliqué, mais ça demande un peu de réflexion en termes d'action à prendre, et évidemment, podcast@coapta.ch, si vous avez des questions, ou même des suggestions d'ailleurs de choses que vous faites pour vous adapter au travail hybride.
Voilà, c'est la fin de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.